Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de ce samedi 1er novembre que nous ouvrirons avec du basket. Après l'Olympiakos, le Panathinaikos, la Roca Team aura battu les deux clubs grecs en 3 jours. Nous reviendrons sur les temps forts du match d'hier à Gaston Médecin. Enjeu de santé publique en raison de leur caractère très répandu et de leur potentiel à causer des cancers, la Principauté poursuit sa lutte contre les papillomavirus avec une campagne de vaccination dans les collèges. Nous recevrons le docteur Thomas Altos pour en parler. Les jeunes qui ont célébré Halloween hier, la terreur s'est emparée de la Principauté. La mairie a régalé les petits et les grands, notamment au parc Princesse Antoinette. Nous y étions. Notre correspondante aux États-Unis, elle était à New York, la ville qui voit les choses en grand. Les habitants doivent avoir de bonnes réserves de bonbons le soir du 31. Des milliers d'enfants se pressent dans les rues des différents quartiers. L'ambiance est unique. Immersion dans quelques instants. Nous débutons donc ce journal par du basket et la superbe performance de la Roca Team hier soir à domicile face au Panathinaikos. Les Monégasques ont battu l'un des favoris pour le titre, 92-84, un score qui leur permet de remonter à la 5e place du classement de l'Euroleague avec un bilan de 5 victoires et 3 défaites. Le résumé du match est signé Frédéric Elion sur les images de Julien Logier. Quelle semaine pour la Roca Team. Après avoir battu l'Olympiakos en Grèce, Monaco a enchaîné avec une victoire face à l'autre équipe d'Athènes, le Pana, à Gaston Médecin, cette fois-ci vendredi soir. 2 succès majeurs face à 2 prétendants au titre et un sacré message envoyé aux autres équipes de l'Euroleague. Monaco va faire la course en tête du début à la fin du match, plus 7 après 10 minutes. Puis les Monégasques vont se détacher avec un très bon Mike James, omniprésent à l'image de cette action où il empêche un alley-oop avant de finir en contre-attaque. L'écart monte à plus 14 avant que Nunn, meilleur marqueur du match avec ses 26 points, n'écrase tout dans le cercle, 50-41 Monaco à la pause. Le Panacol 7-0 au retour des vestiaires, Hernan Gomez montre les muscles et voilà les Grecs à -2. Mais James rentre un gros tir et le collectif monégasque se remet en route. Un ballon qui circule, du danger partout, 7 joueurs à 9 points ou plus. Okobo termine meilleur marqueur avec ses 15 unités. Nedovic et Blossom Game, 11 points chacun, contribuent aussi à cette belle victoire collective, 92-84. Deux équipes qui jouent pour une place en play-off et en finale four, c'est important pour nous. Un match à l'extérieur, un match à domicile pour finir la semaine. Et on a été très concentrés, on leur a rendu la tâche difficile, on a défendu ensemble. Et en attaque, on fait encore une fois 25 passes décisives. Donc la balle, elle bouge, on se fait confiance. Et voilà, on met les shoots ouverts. It was a tough week against two of the best teams in EuroLeague, for sure. Always Final Four contenders. And we knew what we had to do in order to have a chance to win. I think we executed everything perfectly. I think the energy and toughness was there from the first minute in both games, and that helped us win. Prochain match pour Monaco, à Limoges dimanche en Betclic Elite, puis à Belgrade jeudi pour affronter le Maccabi Tel Aviv. Sachez que Yohan Makoundou, blessé depuis de longues semaines, devrait faire son retour demain à Limoges. Le gouvernement déploie en ce moment une campagne de vaccination auprès des collégiens pour lutter contre les papillomavirus transmis sexuellement. Ils sont responsables notamment du cancer du col de l'utérus et de la gorge. Pour en parler, Thomas Altos. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous sur Monaco Info au sujet de cette campagne qui se déroule chaque année dans les établissements scolaires de la Principauté auprès des élèves de 5e et 4e. Pourquoi d'abord est-ce qu'on vise les jeunes ? Bonsoir et merci de votre question. L'objectif en visant cette tranche de population spécifique entre 11 et 14 ans, ça répond à une efficacité du vaccin. On sait qu'à cet âge-là particulièrement, les études ont montré que 2 injections seulement de vaccin étaient suffisantes pour couvrir toute la vie ces individus d'éventuelles infections et des cancers surtout liés à ces infections. Donc, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on entend souvent dire que le vaccin est plus efficace lorsque le patient n'a pas encore eu de rapport sexuel. Écoutez, le vaccin est certes plus efficace lorsqu'il n'y a pas encore eu de rapport sexuel, mais au-delà des rapports sexuels, il faut vraiment insister sur l'âge. Et cet âge critique
entre 11 et 14 ans qui réellement représente une opportunité assez pertinente pour pouvoir vacciner. Et contrairement à ce que l'on peut penser, les papillomavirus peuvent également toucher les hommes. Et oui, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle de cette histoire, c'est que pendant fort longtemps, les messages se sont concentrés sur les jeunes filles, mais les jeunes hommes, les jeunes garçons sont aussi concernés, puisque des cancers aussi fréquents que des cancers de la gorge, par exemple, causés par le papillomavirus, sont extrêmement prévalents malheureusement chez les hommes. Et ce sont des virus très contagieux qui infectent la peau et les muqueuses. 90% des hommes et des femmes auront dans leur vie au moins une infection liée au HPV. Est-ce qu'on en meurt encore aujourd'hui ? Écoutez, je tenais à revenir sur ces 90%, vous avez raison, 90% de la population sera d'une manière ou d'une autre exposée à ce virus. J'élargirai même, à moins de vivre seul sur une montagne, la majorité et peut-être la totalité d'entre nous seront exposés au papillomavirus. Et est-ce qu'on décède encore aujourd'hui de ces virus ? Il faut comprendre que ces virus, en fait, ce sont des bombes à retardement de cancer. Et évidemment, le cancer est associé à une mortalité. Donc, autrement dit, pour répondre à votre question, oui, malheureusement, le HPV, ce virus-là qui se transforme en cancer, est associé à des causes importantes de mortalité, tout à fait. Et un moyen de se prémunir, c'est la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce vaccin, peut-être pour rassurer les parents les plus inquiets ? Écoutez, c'est un vaccin qui repose sur une technologie connue, reconnue, avec plus de 10 ans d'expérience et de recul sur les effets secondaires. Les publications scientifiques sont unanimes. L'efficacité est importante. Elle est valable sur l'ensemble des populations, que ce soit sur le continent européen, américain, asiatique ou africain. Et par ailleurs, les effets secondaires donnent finalement très peu comparé à l'efficacité. Quelques rougeurs le moment de l'injection, un petit peu de douleur, quelques très rares cas de fièvre faisant suite à l'injection, et plus rien. Donc, technologie validée, plus d'une dizaine d'années de recul, et des effets secondaires mineurs pour une efficacité très importante. Et puis on le rappelle, la vaccination est depuis quelques années remboursée à 100%. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, 2 doses seulement sont nécessaires ? Écoutez, il est remboursé parce que les résultats sont tellement importants et apportent tellement de bénéfices à la population qu'il était évident de rembourser un tel soin. Et vous parliez de la tranche d'âge des 11-14 ans, sachez que nous avons étendu la vaccination, y compris jusqu'à l'âge de 26 ans, ce qui permet d'avoir des doses de retard qui couvrent néanmoins celles et ceux qui seraient passés au travers de la vaccination entre 11 et 14 ans. D'accord, donc c'est jusqu'à 26 ans. Au-delà, on peut encore se faire vacciner ou pas ? Écoutez, il n'y a pas de contre-indication à vacciner des individus qui seraient âgés d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. Il est simplement que les bénéfices du vaccin, l'efficacité du vaccin à prévenir les cancers diminuent dans le temps. Autrement dit, il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner, mais il est vrai que le plus tôt, c'est le mieux, et notamment à partir de l'âge de 11 ans. Le message est passé, nous sommes maintenant incollables sur le sujet. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Je vous remercie. Nous allons nous intéresser à présent à un petit déchet aux grandes conséquences sur l'environnement. Saviez-vous qu'un seul mégot pouvait polluer jusqu'à 500 litres d'eau ? Face à ce constat, le gouvernement s'adresse aux fumeurs de la principauté avec une nouvelle campagne de sensibilisation. Ce geste peut paraître anodin. Il représente pourtant un réel danger pour la biodiversité. Avec les substances chimiques toxiques qu'il contient, un mégot abandonné dans la nature peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et causer la mort des animaux marins. Dans les rues de la Principauté, on en trouve énormément. Pour nous ici à la SMA, les mégots c'est la bête noire. On en fait tous les jours. On a des souffleurs, on a des pinces, on a tout ce qu'il faut, mais c'est très difficile à gérer. On passe vers midi, on revient 1 heure après, c'est catastrophe. Alors, depuis plusieurs jours, le gouvernement déploie une nouvelle campagne autour de la fourmi. L'exécutif souhaite, à travers ces visuels, non pas culpabiliser les fumeurs, mais les encourager à adopter un comportement
responsable. On trouve malheureusement beaucoup de mégots au pied de certains immeubles où il y a des bureaux. On comprend qu'on ait envie de faire sa pause. Nous distribuons, la mairie distribue des cendriers portables, nous mettons des cendriers partout dans la principauté et on se dit qu'avec cette campagne, un tant soit peu humoristique, peut-être qu'on arrive à sensibiliser tout un chacun pour que l'effort soit plus collectif et qu'on ait tous envie de préserver notre espace public et notre bien commun. Ces affiches seront diffusées sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse et en voirie. La SMA espère qu'elles auront un effet positif sur les personnes concernées. J'attends beaucoup de civisme de la part des fumeurs, qu'ils puissent utiliser la totalité des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, les nouvelles corbeilles, les cendriers, qui ont été disposés sur l'ensemble de la principauté. Des fois, il suffit simplement de regarder autour de soi et on en a un tout de suite à proximité. À l'échelle planétaire, l'impact de ce geste est catastrophique. Pensez-y lors de la prochaine pause cigarette. J'espère que vous n'avez pas été trop terrifiés. Hier, les petits monstres et même les grands étaient de sortie dans les rues de la Principauté pour Halloween. Pour les enfants, c'est le moment de se déguiser et de réclamer des bonbons, mais aussi de s'intéresser à la Toussaint de façon ludique. Reportage d'Alban Gingembre et Julien Logier au parc Princesse Antoinette, métamorphosé pour l'occasion en jardin hanté. Le 31 octobre, les monstres sont de sortie et la principauté voit défiler des déguisements plus ou moins effrayants. Je suis déguisée en vampire squelette, en vampire en robe de Stitch Halloween, en démon. Et moi à Harry Potter, vampire, Frankenstein. Comme à chaque Halloween, le parc Princesse Antoinette se métamorphose. DJ, photobooth, mascotte, maquillage, tout est en place pour célébrer la tradition. C'est une façon de parler en quelque sorte de la mort, mais dans des termes ludiques et éducatifs. Et donc c'est aussi une fête comme une autre et un moyen de passer un bon moment autour de déguisements et aussi de bonbons. Dès lors que les enfants sont contents, les parents, les grands-parents sont contents. Donc oui, d'ailleurs tout le monde est invité. Je vois qu'il y a aussi des adultes qui se sont déguisés, donc c'est l'occasion. C'est une fête où il y a plein de trucs d'horreur. Je me suis inscrite au concours de costumes. Je vais participer et je vais faire aussi la chasse au trésor des bonbons. Je vais faire peur aux gens et je vais demander des bonbons. J'aime bien me déguiser et prendre des bonbons. Cette année encore, la chasse aux bonbons a été bonne, de quoi patienter jusqu'à l'an prochain. Toute la principauté a frissonné, y compris du côté du port Hercule. La foire attraction séparée des couleurs d'Halloween, elle a accueilli les visiteurs en folie jusqu'à minuit. Du côté du centre botanique, une soirée spéciale autour du grand jeu animé par la boîte de jeux était organisée. Et puis dans l'après-midi, l'association Les Smileys a rassemblé les familles rue Princesse Caroline. Comme depuis 4 ans, c'est l'occasion de se retrouver auprès des commerçants de la Condamine qui se préparent à la collecte de bonbons. Il faut dire que les bouts de chou leur ont bien rendu avec la chorégraphie culte de mercredi. Halloween à New York est un événement exceptionnel. Même si elle n'est pas vraiment originaire des États-Unis, cette tradition est massivement suivie par les Américains qui mettent le paquet sur les décorations et les costumes. Alexandra Pani, vous êtes sur place et je vois que vous vous êtes prêtée au jeu. Trick or treat, un sort ou des bonbons comme l'on dit ici. J'ai moi aussi sorti mon déguisement car Halloween aux États-Unis est l'une des fêtes les plus populaires. Dès le début du mois d'octobre, les maisons sont décorées, citrouilles, squelettes et autres sorcières. La Halloween Village Parade est le plus important rassemblement ici à New York. Chaque année, des millions de personnes viennent en tant que spectateurs et plus de 80 000 personnes viennent faire partie de la parade. L'événement est bien entendu gratuit. La seule condition pour faire partie des participants est d'être déguisé pour accompagner les performeurs, des danseurs, chanteurs et chassiers, de quoi assurer un véritable spectacle. Plus tôt dans l'après-midi, les enfants ouvrent le bal avec la traditionnelle chasse aux bonbons dans les différents quartiers, que ce soit à Chinatown ou dans l'Upper East Side. Je me suis justement rendue un peu plus tôt sur la 78e rue, toujours très populaire en ce 31 octobre, où j'ai pu rencontrer certains trick-or-treaters. On les écoute.
Nous, on habite sur 72 et on vient chaque année. C'est la cinquième fois. Oui. Toi, depuis qu'il est tout petit? Moi, à New York, ce qui me plaît, c'est que l'ambiance est toujours sympa. Et les décorations aussi, elles sont géniales. Elles sont géniales. Because this is the happiest day of the Halloween, year. thank you. This is my favorite holiday, and I love seeing all of the people. It's just going door to door and getting candy. It's awesome. Can you show me all the treats you have? We got these cool ones, right? We've been doing this for maybe 3 or 4 years. It's a little hectic, you know, it's not like being in the suburbs that you go very quietly, it's the city. And as you can see, people are pushing, you gotta fight for the good candies. But we run into people, you know, we run into friends all the time, and it's part of New York City. After a little bit, we're like, okay, that's it. But it's great. It's a lot of energy, and we love it. I'm from Wicked, and I like going trick-or-treating. Et vous alors, quel a été votre déguisement préféré? Sans aucun doute le vôtre, Alexandra, merci. Des verres qui trinquent, des arômes qui se dévoilent et des passionnés venus du monde entier. L'association monégasque des sommeliers a réuni hier au Yacht Club de Monaco les meilleurs experts autour des meilleurs crus à l'occasion de son gala annuel. Une soirée où tradition et élégance se dégustent à chaque gorgée. Théo Schumer et Camille Caloni. C'est une tradition qui appelle les passionnés. L'association des sommeliers fête ce soir son 33e gala, avec cette année un partenaire exceptionnel qui n'est autre que le Conseil des Grands Crus de Bordeaux, classé 1855. Une histoire qui débute en France il y a 170 ans, avec un ancien président et père fondateur des États-Unis d'Amérique, Thomas Jefferson. C'est un club qui a été fondé en 1855, puisqu'on a eu un Américain qui est venu un peu sur le sol bordelais il y a très longtemps. C'était un ancien président et qui voulait absolument se promener dans Bordelais, faire un classement. Et il en a tout simplement découlé ce joli classement. Alors, ce sont des étiquettes que vous avez l'habitude de voir, qui sont ultra prestigieuses, et que nous, ce soir, on aura la chance, non pas de les découvrir, mais de les redécouvrir et surtout de les boire. Justement, ce soir, c'est une sélection de choix qui est proposée. On a mis 10 vignerons donc ce soir, on va dire en avant, en exergue. Et ces 10 vignerons, justement, nous auront offert 48 bouteilles, ce qui est quand même pas mal. Alors, de temps en temps, on a une Magnum, c'est même encore mieux. Et puis aussi un petit clin d'œil aussi au Château Bataillé, à Monsieur Castéja, qui nous a pas, lui, offert que des bouteilles. On a eu aussi et surtout un énorme Jéroboam. Et parce que le bon vin s'accompagne toujours de bonnes choses à se mettre sous la dent, l'association des sommeliers a fait appel à la crème de la cuisine monégasque. 8 chefs étoilés ont répondu présents, dont Joël Garraud. Je suis avec Lucas Litardi, qui est à l'Aurore, et on a préparé deux plats conjointement. C'est une polenta à la persillade de cèpe, surmontée d'une patate douce aux agrumes et avec un crémeux à la truffe. Et de l'autre côté, nous avons une rondelle de radis noir avec une brandade de rouget et dessus une mayonnaise wasabi. Alors pourquoi ces deux contrastes? Parce que justement, on a un moelleux en première bouche et après, on a un croquant, notamment pour le radis noir. Et après, pour la polenta, c'est la même chose. Vous avez un mousseux à la truffe et hop, pour rehausser l'ensemble, on a mis la polenta au cèpe. Donc ce contraste-là, ça joue bien. Et ça permet vraiment aux clients de pouvoir aller jusqu'au bout de la quintessence des goûts. La soirée se poursuivra également avec une tombola mettant en jeu des cadeaux d'une valeur totale de 35 000 €. Et l'alcool est à consommer avec modération, il est toujours bon de le rappeler. Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. À venir la météo de Théo Schumer, mais avant cela les temps forts en photo du match d'hier soir à Gaston Médecin. La Roca Team a offert aux supporters une nouvelle prestation de haut niveau en venant à bout du Panathinaikos. Stéphane Dana a capturé les plus beaux paniers. Je vous souhaite une excellente soirée sur Monaco Info et vous donne rendez-vous demain à 18h30.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo de ce week-end. Ce premier dimanche de novembre s'annonce particulièrement maussade en principauté. Demain matin, nous serons tous sous les nuages et sous la pluie. De belles averses sont prévues, mais qui devraient se dissiper assez vite dans le courant de l'après-midi. Mais le soleil, lui, devrait faire grève tout au long de la journée. Pour les températures, vous vous doutez bien que la pluie n'apportera pas de douceur. Il fera 16 degrés au maximum en matinée et 18 degrés l'après-midi. Demain, 2 novembre, ce sera la journée de commémoration de tous les fidèles défunts. Dans l'église latine, elle a lieu chaque année au lendemain de la Toussaint. Et puis vous pourrez aussi souhaiter une bonne fête à toutes les Océanes. Excellente soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.